Bonsoir Lionel Duroy. Bonsoir. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir autour de L'Homme qui tremble, publié aux éditions Mialet-Barreau. Une nouvelle maison d'édition, il faut le dire aussi au passage. Elle a 1 an à peu près, mais les éditeurs, eux, sont évidemment les mêmes, chevronnés et bien connus. Ils vous ont emmené dans leur sillage et c'est heureux. J'ajouterais à ce qui vient d'être lu, puisqu'il est évidemment question d'écriture, que votre livre s'ouvre de cette manière. À l'instant de me mettre à écrire, je cherche fébrilement un livre pour m'accompagner. Non seulement l'écriture est vitale, on l'entendait dans ce texte, mais elle est plus que vitale, me semble-t-il, en vous lisant. Elle est une manière, non pas de survivre, mais de vivre, c'est-à-dire d'exister, c'est-à-dire de vous inscrire dans le réel. Quand vous dites je cherche un livre pour m'accompagner quand j'écris, c'est comme si vous cherchiez un ami. C'est-à-dire que tout ça prend une forme extrêmement réelle et à la fois romanesque de fait, puisque tout d'un coup l'écriture devient un territoire de vie. Vous vous inventez à travers la littérature, ou est-ce que tout simplement vous cherchez votre propre identité? Bonsoir. Merci d'être venus nombreux. Je suis content de vous revoir. Ça fait quand même un bail que j'étais pas venu. Comment on pourrait expliquer ça? J'ai eu le sentiment à 17-18 ans, en partant de chez moi, que je ne trouverais pas la force d'entrer dans ce monde et que si je le dis rapidement, je ne comprenais rien à la marche du monde en fait. L'enfance qu'on a eue était très fermée par rapport au reste du monde et on avait le sentiment d'être en guerre. C'est pas pour rien que j'ai couvert des guerres ensuite comme journaliste. On avait le sentiment que nos parents étaient en permanence harcelés par le reste du monde, puisque des huissiers se présentaient à la maison pratiquement toutes les semaines, qu'on était sans cesse menacés de nous couper l'électricité, de nous couper le gaz, etc., que ma mère devenait folle et que mon père survivait comme il pouvait. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous sortez d'une enfance comme ça, non seulement vous n'avez rien appris sur le plan culturel et dans la construction de la personne que vous allez devenir, vous n'avez rien en fait, vous êtes très démunis. Les 10 enfants étaient en fait associés au père pour empêcher que la mère se suicide. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire que la seule priorité, c'était que notre mère ne tombe pas. Et nous, on était là simplement pour aider notre père et ensuite pour élever les petits. Donc, je veux dire par là que sortant de cette enfance, je suis parti assez tôt avec un de mes frères et puis on a pris une chambre de bonne et on s'est débrouillé seul. Sortant de cette enfance, le monde semble très hostile et qu'il y a tout à construire. Et je pense que la seule chose qui m'a énormément appris dès l'âge de 13-14 ans, ce sont les premiers livres que j'ai pris à la bibliothèque. Là, c'est amusant d'ailleurs, parce que les éditions J'ai lu republient une édition nouvelle d'Henri Troyat, de Tant que la terre durera. Et Tant que la terre durera, c'est le premier livre que j'ai véritablement habité à l'âge de 13 ans. Et c'était véritablement habiter, c'est-à-dire être dans le livre constitue un refuge par rapport à la famille. Et être dans le livre, c'était découvrir le monde à travers les livres, le monde extérieur, auquel en fait on n'avait pas accès. Et donc ils m'ont demandé de faire une préface à la nouvelle édition. C'était amusant parce que oui, j'avais envie de faire une préface pour une trilogie qui a été si importante pour moi en fait. Moi, je défends toujours Troyat parce que c'est un auteur facile et que vous pouvez lire à 13-14 ans et qui vous emmène très loin, en fait. Qui vous emmène, j'ai découvert la Russie, après je suis parti en Russie. Il m'a fait aimer la Russie. Il m'a fait aimer plein de choses. Là, je rentre de Moldavie
Et quand je voyage, je suis en train de finir un livre, et quand je voyage dans ces pays-là, je suis toujours reconnaissant à Troya et à des gens comme ça qui m'ont accompagné jeune. Mais pour répondre à votre question, dès que j'ai été installé dans cette chambre de bonne avec mon frère, je lui ai dit, moi je vais écrire en fait. Et j'ai commencé à écrire. Et mon frère, il s'appelle Stéphane Duroy, il faisait déjà de la photo. Aujourd'hui, c'est vraiment un plasticien très intéressant, mon frère. Il expose en ce moment, il est en train d'accrocher une exposition à Marseille. Il expose partout, à Paris et tout ça. Et on s'est construit ensemble. Je pense que c'est pas pour rien qu'on travaille l'un et l'autre de façon très solitaire, en fait. Mais je me suis mis à écrire et parce qu'il fallait poser des mots sur ce qui était arrivé. Et je ne vois pas comment on peut, sortant d'un milieu familial comme ça, je ne vois pas comment on pourrait trouver une place quelconque dans la société, d'autant que nous étions informés de rien, quoi. On a eu notre bac en payant, parce qu'on avait été déscolarisés, donc c'était compliqué de rattraper. Et on est entré dans une école et le directeur nous a dit moi je vais vous prendre, vous n'allez pas payer et quand vous aurez le bac, vous serez surveillant et je ne vous payerai pas. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Pendant une année, après j'ai été surveillant dans cette école, il ne m'a pas payé, mais en attendant j'avais le bac. Mais vous avez le bac et ensuite vous ne savez absolument pas quoi en faire et où aller. Bon, de toute façon, entre nous, j'avais envie d'aller nulle part, j'avais juste envie d'écrire. Et en fait, l'extrait que vous avez si bien lu, autour de Priez pour nous, qui est le premier roman que j'ai publié, bien plus tard donc, j'en écrivais déjà les prémices à 17-18 ans. J'écrivais déjà cette histoire parce que je voulais la mettre en mots, parce que je comprenais pas. En fait, c'était à partir du moment où je vivais dans une chambre de bonne et où je voyais des gens normaux, je commençais à mesurer combien on était anormaux. Mais parce que quand vous êtes à l'intérieur, vous ne le voyez pas. Et le fait de l'écrire, ça vous permet de prendre de la distance? Parce qu'on a plutôt l'impression que quand on écrit, on se plonge justement au cœur de l'histoire. Est-ce qu'au contraire, le fait d'écrire vous a permis de prendre de la hauteur et justement de comprendre ce qui s'était passé? Oui, mais avec les décennies, pas tout de suite. En fait, ce que vous écrivez au départ, c'est pour ça que j'ai mis tellement de temps à trouver la voix. On parlait des ateliers d'écriture. La principale difficulté quand on se met à écrire, en fait, c'est de trouver sa voix. Et c'est très dur au départ d'écrire. Quand on se met à écrire, on est toujours déçu. Parce que quand on y pense en marchant dans la rue, vous avez la scène, ça paraît très fort ce que vous allez écrire. Et au moment où vous commencez à la mettre en mots, ça devient presque du pas à pas, c'est du mot à mot. Et vous avez perdu toute la force et la poésie de ce que vous aviez en tête en marchant dans la rue. Une fois assis à table, il faut commencer à décliner les phrases et ça devient lourd. Et quand je me relisais, j'étais très déçu. C'était écrit, mais c'était écrit comme une rédaction ou un devoir de philo. C'était scolaire. Et je pensais, mais ça rend pas du tout compte, en fait, de la violence de ce qu'on a vu, de ce qu'on a traversé. Ça rend pas du tout compte de la peur, de tout ça. Enfin, une espèce de cauchemar comme ça. Rendre le cauchemar par des mots, c'est très compliqué, en fait. Et là, vous mesurez, quand vous avez 18-19 ans, qu'en fait, écrire, c'est comme apprendre le violon, en fait. Que vous n'allez jamais pouvoir écrire du jour au lendemain comme ça. Que vous allez toujours être déçu au départ parce que vous écrivez. C'est très frustrant, en fait. C'est une vraie douleur. Et comme j'avais besoin de gagner de l'argent, j'étais ouvrier à ce moment-là, après le bac. J'étais ouvrier longtemps, pendant 4 ou 5 ans. Donc j'écrivais dans les marches quand je pouvais. Et puis à un moment, mon frère qui commençait à vendre beaucoup de photos et tout ça, m'a dit, mais puisque tu écris tout le temps, tu n'as qu'à être journaliste, c'est ça, un métier où on écrit, c'est journaliste. Et puis voilà, et puis comme tu seras journaliste, tu gagneras ta vie normalement. Et en fait, j'ai été très facilement journaliste. Ça a été
Je suis arrivé, en fait, je savais écrire, donc je suis arrivé sur un stage, ils m'ont gardé, et après j'ai fait, en fait, 15 années de journalisme. Oui, vous en parlez dans le livre, et puis vous racontez aussi une époque du journalisme où on donnait aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens inspirés qui vous disaient, bah tiens, pars à tel endroit, raconte-nous ce que tu vois. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. C'est drôle d'ailleurs parce que après j'ai été journaliste à Libération, j'ai couvert des guerres, j'ai fait beaucoup de choses. Et le centre de formation des journalistes, qui a un statut de grande école, m'a demandé de devenir professeur chez eux, quoi. Et c'est le monde à l'envers, vraiment. Vous vous dites, moi j'ai pas fait d'études en fait. Après j'ai fait une licence de philo avec des cours du soir, mais et vous vous retrouvez professeur avec des enfants bien éduqués, parce que c'est un statut de grande école, il faut faire une préparation et tout ça. Et j'avais envie de leur dire, vous savez, être journaliste, en fait, vous pourriez l'être sans faire d'école. Hein. Albert Londres, il n'a pas fait d'école. Joseph Kessel non plus. On a tous couvert des conflits très violents à 30 ans, à 35 ans, et jamais personne nous avait appris à le faire. Et finalement, le cours que je lui ai donné s'est transformé en un cours d'écriture, en fait. Et parce que je leur disais, mais j'ai rien à vous apprendre. Vous partez dans la rue, je ne sais pas, décrivez-moi une scène de rue, et puis apprenez à écrire en faisant vivre la scène. Mais de toute façon, quand on vous dit pars sur ce terrain-là et raconte ce que tu vois, c'est ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire qu'on attend votre plume, on attend votre regard, votre subjectivité. C'est déjà un peu le début du travail d'écrivain. Oui, en fait, c'était le début du travail d'écrivain. C'est drôle, j'étais en agence au départ avant d'entrer à Libération. Et au départ, ils m'avaient pris comme stagiaire, ensuite ils m'ont embauché. Et comme toujours, quand on démarre, on fait des faits divers, en fait. Des faits divers, c'est intéressant, parce que c'est un fait divers, on écrit dans un fait divers. Et puis on raconte. On raconte, on écrit, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas comme de couvrir une réunion politique. Quand vous faites un fait divers, si vous n'êtes pas capable de le mettre en scène, personne va le lire. Un fait divers, c'est une histoire humaine, c'est un mini-roman, en fait. Et le chef du service politique, à ce moment-là, m'avait dit, je voudrais que tu viennes en politique, et puis tu écriras ce que tu veux. Nous, on couvre la politique. Je me souviens, j'avais couvert le premier voyage de Giscard d'Estaing à Carpentras. Et il me dit, on couvre le voyage de Giscard d'Estaing, tu t'occupes pas de ce qu'il dit et tout ça, et toi, tu fais le papier que tu veux sur le voyage de Giscard d'Estaing à Carpentras. Et j'avais fait donc un papier, c'était en fait assez joli, mais ça passe inaperçu si on n'écrit pas. Il y a une jeune femme qui lui a tendu son bébé, comme s'il était Jésus. Il descendait de son discours, puis vous connaissez Giscard quand même, il est un peu costard et tout, quoi. Il est très grand en plus. Et puis il y a une jeune femme dans la foule, devant les barrières, comme ça, qui lui tend son bébé, mais pour qu'il l'embrasse, je pense. Parce que le bébé, il allait très bien. Hein. C'était pas pour faire un miracle. Hein. C'était pour qu'il le prenne dans les bras. Et Giscard, qui était complètement désarçonné, il a pris le bébé dans les bras et il l'a embrassé. Et ça devenait une scène incroyable, en fait. Et en fait, j'ai fait un article là-dessus, un vrai article écrit, quoi. Et la presse de province l'a publié en une, tellement c'était incongru sur le voyage de Giscard, finalement, de raconter simplement qu'il avait pris un bébé dans ses bras, quoi. Voilà. Alors justement, on va parce que en fait dans le livre L'homme qui tremble, vous revenez d'abord sur des livres que vous avez écrits, vous rappelez certaines scènes dans une quête à la fois d'écriture mais aussi de compréhension d'une blessure originelle. Je pense notamment à la scène où votre maman vient se cacher sous l'armoire dans votre chambre et crée ce qui m'a semblé moins être une forme de blessure originelle qui va vous poursuivre tout au long de votre vie à travers les différentes compagnes que vous allez avoir, vos épouses. On va y venir dans un instant. Mais ce que vous racontez là avec cette anecdote sur le terrain, et vous disiez tout à l'heure que vous avez cherché votre voix, à quel moment vous comprenez que vous avez trouvé votre voix, que ça sonne juste, que vous êtes dans le vrai? Est-ce que c'est votre premier roman ou est-ce que c'est tout autre chose? C'est-à-dire que quand Bernard Barrault, mon éditeur, donc depuis toujours, voit que je vais très mal,
et que je veux vraiment arrêter le journalisme, j'en peux plus, quoi. Je rentre de Nouvelle-Calédonie et il me dit bon ben t'arrêtes, je vais te payer pendant une année. Exactement la même chose que quand tu es journaliste. J'avais 2 petits-enfants jeunes à l'époque. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Priez pour nous. Et c'est à ce moment-là que le livre vient, mais de façon si facile et dans un tel bonheur d'écriture que je découvre que ça y est, en fait. J'ai une voix, je sais très bien comment faire, je ne suis pas du tout angoissé. Je pourrais l'être, parce qu'être payé par un éditeur pour écrire un livre, si vous n'y arrivez pas, c'est quand même très compliqué. Il faudrait rembourser après, quoi. Or, je ne suis plus journaliste, j'ai vraiment arrêté. Donc, l'enjeu est important. Et je pense que c'est en écrivant Priez pour nous que je découvre que ça y est, je sais écrire. Mais j'ai tellement écrit entre l'âge de 20 ans, je commence Priez pour nous à 38 ans à peu près. J'ai tellement écrit avant que je ne le savais pas et puis j'étais tout le temps dérangé en fait. J'écrivais le soir, j'écrivais la nuit et le jour, et parfois pendant très longtemps, je partais. Je suis parti au Tchad longtemps, j'allais tout le temps en Algérie. Bon, j'étais vraiment très très occupé. Donc c'était compliqué d'écrire et j'ai vraiment découvert que ça y était en fait. J'étais tout à fait prêt en le faisant. En écrivant Priez pour nous. Quand le bruit du monde s'est arrêté d'une certaine façon et que vous êtes confronté à vous-même dans l'écriture sans avoir d'autres préoccupations ou angoisses que celle d'écrire. Oui, et c'est très particulier. Là, je suis en train de finir un livre. J'ai écrit jusqu'à venir ici. Et c'est très particulier d'être enfoui dans un livre. Mes enfants m'ont reproché toute notre vie ensemble. Ils disaient je m'occupais d'eux tout le temps, hein. Mais il me disait tout le temps, papa, toi t'es là, mais t'es pas là en fait. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la tension d'un roman, c'est très compliqué d'en sortir. Parce que vous écrivez pendant 7-8 heures de suite, vous êtes dans l'irréalité totale. Vous êtes dans des personnages, le roman que j'écris est très particulier en ce moment, il m'éloigne énormément du monde, de la vie, etc. Et arrêter d'écrire brutalement, d'un seul coup, c'est comme se réveiller avec la fièvre, en fait. Et je pense, par rapport à ce que vous disiez en ouverture, que finalement, après, j'ai écrit une vingtaine de romans et beaucoup d'autres livres aussi, mais après avoir écrit tant d'années, je pense en effet que je suis complètement absent à la vie. C'est-à-dire que je ne suis, au sens du verbe être, que mes livres. Je suis mes livres. Mes livres sont ma vie, quoi. Et que finalement, même si j'ai traversé beaucoup de zones dangereuses et été dans beaucoup de pays, la seule chose qui restera très présente et très vivante pour moi de la vie, c'est ce que j'ai pu en écrire. C'est-à-dire, ce sont des livres, en fait. Et je me pose tout le temps la question, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, avant de vous rencontrer, avec les personnes qui font des ateliers d'écriture, parce que la question de l'atelier d'écriture, pour moi, est très intéressante, parce que je ne comprends pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut vivre sans mettre pratiquement tous les jours des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on vit. C'est-à-dire comment on peut aimer, ne plus aimer ou ne plus être aimé, aller au travail tous les jours et souffrir d'aller à ce travail, marcher dans la rue et souffrir de ceci ou de cela, et pas l'écrire. C'est ça la question pour moi. Je trouve que vous parliez du début du livre où je m'accompagne d'un livre, oui. Et j'ai découvert ce petit texte de Nathalie Léger qui est extrêmement beau et qui s'appelle Supplément à la vie de Barbara Loden. Je connaissais pas Nathalie Léger, qui est quelqu'un vraiment de grand talent. Et Barbara Loden, je savais vaguement qui c'était. C'est une réalisatrice américaine
qui fait un film somptueux, qui s'appelle Vanda. Et dans ce film, en fait, elle raconte sa douleur. Elle meurt après le film, donc il n'y a pas de deuxième film. Mais il y a Vanda, un film magnifique, et elle a cette phrase magnifique, que je vais déformer parce que je ne la connais pas par cœur. Barbara Loden, parlant de Vanda, de son personnage, elle dit « J'ai traversé la vie comme une autiste, allant de ci, de là, avec la conviction, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle le dit, que je ne valais rien. » Et je pense ça, moi. J'ai traversé la vie avec la conviction que je ne vaux rien. Parce que quand dans l'enfance, vous valez rien, quand vous êtes 10 enfants, et qu'en fait, ils s'en foutent, les parents des enfants. Ils ne savent pas pourquoi ils ont fait 10 enfants. Et tous, on est tombés malades à un moment, comme si on voulait mourir. Ma petite sœur, que j'aime tant, parce que je l'ai élevée ensuite, elle a fait une leucémie. Mon frère Stéphane, le photographe, il a fait une osteomyélite. Il est resté 1 an à l'hôpital, à 12 ans, dans une coquille de plâtre. Moi, j'ai fait une maladie du foie extrêmement grave à 11 ans, comme si j'étais alcoolique. J'ai failli mourir d'une cirrhose du foie. J'avais jamais goûté un dé à coudre d'alcool. Et tous, on a été malades pour arriver à échapper. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez aucune notion du prix que vous valez. Vous n'avez aucune notion que votre vie vaut quoi que ce soit. C'est pour ça que je parle du livre de Nathalie Léger sur Barbara Loden. Avec la phrase de la mère qui est terrible quand on lui demande pourquoi garder tous ses enfants et qu'elle répond, je vais peut-être vous paraphraser, pardonnez-moi par avance, on n'allait quand même pas vous jeter à la poubelle. On n'allait pas vous mettre à la poubelle, oui, elle répond. Oui. C'est ça la réponse à la raison de tant d'enfants. Oui, moi, vous voyez, quand j'ai entendu cette phrase, j'avais 20 ans, j'ai commencé à m'occuper d'elle parce que mon père l'a quittée à un moment, ma mère. Il en pouvait plus, je crois. Il est parti, il la laisse seule avec 6 petits-enfants, quoi. C'était un truc de fou, quand même. Et donc, je vais la voir et je dis, bon, bah, maman, maintenant, il va falloir que tu commences à apprendre à exister. Donc, je vais commencer par t'apprendre à conduire une voiture. Parce qu'il va falloir que tu bouges maintenant. On va essayer de t'aider, mais il va falloir que tu bouges quand même. J'ai essayé de lui apprendre à conduire une voiture. On a failli se mettre dans un arbre. Elle était beaucoup trop nerveuse pour conduire une voiture. C'était invraisemblable, en fait. Et je me souviens plus de votre question, du coup, parce que je suis dans ce que je raconte. Non, je parlais de la réponse terrible de la mère qui en... Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé. Je dis, parce que je voyais qu'elle était très mal et qu'elle tremblait, qu'elle ne peut pas tenir un volant, elle ne peut rien tenir, elle laisse tout tomber. Et je dis, mais maman, essayez de m'expliquer pourquoi vous avez eu 11 enfants quand même. Parce qu'il y en a un qui est mort petit, mais elle a quand même accouché 11 fois. Et elle me répond ça, elle me dit, on n'allait quand même pas vous mettre à la poubelle. Et je pense que c'est très déterminant dans ce qu'on est devenu. Mon frère et moi, Stéphane et moi, qui sommes partis ensemble, finalement, on s'est réinventé tout seul pour nous prouver qu'on valait quelque chose. Et à travers l'art, parce que lui, c'est aussi la photo, c'est pas anodin. Oui, à travers l'art. Fixer les images. Vous fixez avec des mots, il fixe avec des images. Oui, et puis j'adore les photos aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des photos. Oui, vous en... Je suis entouré de photos quand j'écris, oui. Une manière de fixer la mémoire et de rendre tangible aussi tout ce qui vous entoure. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que le monde semble tellement irréel, en fait, que finalement, il existe dans le livre que je suis en train d'écrire. Et je regarde des photos à la loupe et j'écris dessus. Quand j'écrivais Le Chagrin, qui est un livre très autobiographique, dans lequel j'essaie de raconter ça vraiment, c'est-à-dire de façon plus intense et plus intelligente que d'en prier pour nous. Je scrutais toutes les photos de ma mère à tous les âges. Parce que j'ai fait un truc, en fait. Mes parents, ils sont morts, ils étaient comme des clochards. Donc, mais ils avaient tellement de dettes qu'on a dû refuser l'héritage. L'héritage, c'était rien. Mais symboliquement, juridiquement, vous refusez l'héritage pour pas hériter de toutes les dettes. Mais à ce moment-là, le jour où vous refusez l'héritage, on met les scellés sur l'appartement.
Et de toute façon, ils n'avaient pas payé le loyer de l'appartement depuis 3 ans, donc ils allaient être expulsés. Ils sont morts au bon moment, ils ont évité une énième expulsion. Mais dans ce cas-là, la police met les scellés sur la porte pour plus que vous rentriez chercher vos affaires. Et bon, je suis rentré par la fenêtre et j'ai pris tous les albums photos. Donc en fait, j'ai tous les albums photos. C'est la seule chose qui m'intéressait vraiment. Et de sorte que j'ai des photos de nous tous, tout petits, en Tunisie, partout. Et puis j'ai aussi plein de photos de ma mère, quand elle était petite. Et je vois son regard à 16 ans, à 18 ans. Et je vois comme elle est triste. Et je pense qu'en fait, notre mère, elle devait être plus ou moins bipolaire, en fait, plus ou moins maniaco-dépressive. C'est-à-dire qu'il aurait fallu la soigner, il aurait fallu l'entourer. Et sa vie a été exactement le contraire de ça. Elle a épousé un homme qui a passé son temps à lui mentir, en lui faisant croire qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il gagnait rien. Pour répondre à ses rêves de grandeur à elle. Oui, mais c'était une petite fille, en fait. Alors, dans ce livre, je disais tout à l'heure qu'il est question des compagnes, des différentes compagnes qui ont accompagné votre vie. Oui. Agnès, Esther, Sarah. Sarah, c'est dans la deuxième ou dernière partie du livre. Vous en avez déjà parlé d'Agnès, vous avez déjà parlé d'Esther, mais vous revenez comme si il fallait rejeter un coup d'œil derrière soi pour vraiment fixer les choses, parce que comme si vous vous étiez dit qu'avec le temps, avec le recul, avec les années, vous alliez peut-être comprendre des choses que vous n'aviez pas compris au moment où vous aviez écrit vos précédents livres, c'est ça ? C'est le cas. Ce livre-là m'intéresse énormément. D'abord, c'est la première fois que je tente un autoportrait, sans tricher du tout. Et donc, volontairement, et c'est assez vertigineux quand vous écrivez un autoportrait, d'un seul coup, vous vous appelez par votre vrai nom. Même dans Le Chagrin, qui est un récit, un gros récit autobiographique, je prenais un autre nom pour mettre de la distance. Et là, soudain, je m'appelle Lionel Duroy dans mon propre livre. Donc, c'est vraiment un portrait. C'est très impressionnant, en fait. Et vous avez raison de parler de ça, parce qu'en fait, oui, il y avait plein de choses que j'ai pas compris. La scène dont vous parlez de ma mère qui vient se cacher en pleine nuit, près de mon lit, elle me fait affreusement peur, j'ai 10 ans, hein, donc voir sa mère se cacher, déjà vous comprenez absolument pas ce qui se passe. Et quand mon père vient me réveiller en me disant t'as pas vu maman, je lui dis non, je l'ai pas vue. Donc je peux passer la nuit avec mon père à chercher ma mère dans la cité, dans les buissons, parce qu'il croit qu'elle a sauté par la fenêtre ou tout ça. On passe la nuit à la chercher alors que je sais où elle est cachée, je l'ai vue. Mais je peux pas y aller en fait, c'est impossible. Alors à un moment, quand on remonte dans l'appartement, je vois que mon père est tout pâle et tout ça. Je lui dis, papa, tu devrais mieux chercher. Parce qu'à mon avis, tu vas la trouver, mais je voulais pas aller avec lui, donc je le laisse aller seul, voilà. Et c'est très, très violent, en fait. Et puis, s'ajoute à ça des scènes où elle se jette par terre, elle se roule par terre et tout ça. Et quand vous avez 10-12 ans, en fait, c'est complètement destructeur. C'est impossible de supporter ça, d'avoir, c'est impossible en fait. J'ai beaucoup écrit pour raconter des tas de choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a qu'en écrivant L'homme qui tremble que j'ai compris l'impact qu'avait eu sur ma vie amoureuse la première femme que j'ai connue, c'est-à-dire ma mère. Et je ne l'avais pas compris en écrivant Le Chagrin. Je ne l'avais pas compris. Je l'ai compris parce que lorsque la femme que j'appelle Esther, que j'ai infiniment aimée, m'a quitté, c'est parce qu'en fait, je devenais fou. Je devenais fou parce que je ne pouvais plus du tout supporter de dormir à côté d'une femme. Et j'ai mis peut-être 2 ou 3 années à comprendre que c'était ça qui revenait. C'était la peur de ma mère, quand elle était allée se cacher cette nuit-là, je
vu entrer par la porte comme ça. Les portes des 2 appartements qu'on habitait étaient cassées. Enfin, on vivait sans électricité. Et je l'ai vu rentrer au milieu de la nuit comme un fantôme, comme un spectre, comme ça. Et que pour aller se cacher, elle était obligée de passer près de mon lit. Et en fait, j'ai pensé qu'elle allait me tuer, tellement j'avais peur d'elle. Et puis elle est passée, elle est allée se cacher, donc elle ne m'a pas tué. Mais savoir qu'elle était cachée près de là, j'ai pensé que j'allais mourir tellement mon cœur battait fort. Et tout d'un coup, quand je vivais avec Esther, dès que je me mettais au lit à côté d'elle, j'avais le cœur qui battait tellement violemment qu'elle l'entendait. Et donc j'étais en train de me tuer, en fait, de devenir fou. Je me souviens avoir dîné avec Bernard Barrault, qui est mon éditeur, mais aussi mon ami. Et je lui racontais ça et je voyais qu'en face de moi, à table, il se décomposait. Et je voyais qu'il était en train de penser que j'étais en train de devenir fou. Et que ça allait mal se finir. Parce que je me tenais le cœur comme ça. C'était des scènes invraisemblables, quoi. Et en fait, il m'a fallu longtemps pour comprendre les conséquences. Mais vous voyez, ça revient tellement d'années après. J'aurais pas pu l'écrire dans le chagrin. Et c'est en travaillant sur L'homme qui tremble, parce que ça donne le titre au livre d'ailleurs. Je suis en effet un homme qui tremble dans certaines scènes comme ça, que j'ai compris des choses que j'avais pas compris, que j'avais pas vues, que j'avais pas formulées encore. Et vous racontez les fuites successives aussi, vos fuites, oui, soit c'était affolant. Face à l'avortement, le premier avortement d'Agnès, face à l'accouchement, face à l'amour aussi, un trop plein d'amour qui vous fait fuir, alors que vous avez envie de rester. Oui, j'ai envie de rester. Oui, c'est une. Je pense que très profondément, ce qui s'est passé avec ma mère a créé chez moi une peur du corps féminin et de la féminité terrible, en fait, redoutable, et que à 20 ans, le désir l'a emporté. À 20 ans, c'est formidable. Vous avez tellement envie de vivre et tellement de désir. Moi, j'ai rencontré ma première femme, Agnès, là, dont je parle. On était tout petits, en fait. J'avais 18 ans et elle avait 15 ans. Elle était encore en uniforme à l'école. Et moi, je venais d'avoir mon bac. Et on était très amoureux. Et dans ce cas-là, la tendresse, le désir l'emportent. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard parce qu'aussi, vous avez une plus grande intelligence de la vie, je pense. Peut-être aussi, mais c'est une question, je ne sais pas, dont on pourrait parler. Peut-être devient-on beaucoup plus sensible en vieillissant. Oui, peut-être, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, mais de fait, on met des années à comprendre des choses qu'on avait sous les yeux. Et je crois que un livre comme L'homme qui tremble, fondamentalement, c'est une tentative pour explorer toutes les conséquences sur nos âges adultes de l'enfance. On a tous eu une enfance, pas forcément malheureuse, il y a heureusement des enfances heureuses, mais tout est construit et verrouillé à 20 ans quand on quitte la maison. Je crois qu'après, on vit sa vie, mais que on vit selon l'enfance qu'on a eue. Voilà. Et on paye ce qu'il faut payer. Je pense que nous, on a payé cher, vraiment très cher, je pense. Mais c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas le refaire. Il y a un autre élément qui me semble intervenir à partir du moment où vous entreprenez le travail sur L'homme qui tremble, donc ce regard aussi sur le passé, mais avec la maturité du présent, c'est le regard que vous portez aussi sur ses parents. Vous avez eu des livres qui vous ont amené beaucoup de friction et de tension avec votre famille, et j'ai le sentiment que dans ce livre-là, je ne sais pas si c'est, vous me le direz, si c'est la maturité, si c'est une remise en question, si c'est...
il y a des moments où, malgré la dureté, malgré les chagrins, malgré tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure qui font que votre enfance a été difficile, il y a comme des instantanés de tendresse et aussi de prise de conscience. Je m'explique. Il y a un moment où vous tombez sur la bibliothèque de votre père, vous racontez comment vous découvrez les livres de votre père. Oui. Et au milieu de tout ce chaos qu'est cette enfance ballottée entre huissiers, expulsions, etc., il y a cet instant extrêmement, presque poétique finalement, où vous découvrez les livres de votre père. Est-ce que c'est une manière aussi de renouer, de retisser un lien à travers le passé? D'abord, je suis plus du tout en colère, moi, contre mes parents. Mais la scène des livres, c'est une scène très importante, en fait, parce que quand on a été expulsé la première fois, dans l'appartement où on habitait, je pense qu'il y avait des étagères avec des livres, parce que mon père avait un bureau. Il avait installé ma mère et nous, quand on était petits, dans un véritable appartement de ministre, dont il ne pouvait absolument pas payer le loyer. Mais donc, ces années-là, ces 2-3 années-là, on était comme des gens normaux. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait des livres, mais que je ne les ai pas vus. On a été expulsés très violemment comme ça l'année de mes 9 ans. Et à ce moment-là, il y a 5 ou 6 ans qui sont une espèce de désastre permanent. Et puis arrive en effet ce jour où il a réussi à trouver un nouvel appartement dans lequel on a fait des travaux, etc. Et puis tout d'un coup, il remonte de la cave, ou je ne sais pas d'où il les remonte, des caisses qui sont remplies de livres. Et en fait, je ne savais pas que mon père avait des livres. Et d'abord, ça me touche énormément, parce que pour moi, les livres, c'est des trucs de gens normaux. Et je vois mon père qui sort les livres un par un, et puis il dit « Oh mon Dieu, tel livre, oh mon Dieu, celui-ci, je me souviens, et tout ça. » Donc en plus, il les a lus. Ah oui, oui. Non, mais mon père, il était très cultivé, en fait. Il a eu une jeunesse impossible, mais parce qu'il a perdu son père très tôt, il était enfant unique, il a été élevé par sa mère et une tante, entre 2 femmes, tout seul, très isolé, comme ça. Mais il avait beaucoup lu. Et en fait, le voir sortir des livres, c'était très joli, c'était très tendre, ça voulait dire que à part être un homme poursuivi par la terre entière, il était aussi intimement et secrètement un homme qui avait lu, qui connaissait, je me souviens, les noms de quelques auteurs comme ça. Il avait lu Bergson, il avait lu des livres il avait lu évidemment Été de droite, donc il avait lu Maurras, je me souviens de tout ça, et il sortait tous ces livres et c'était incroyable. Je les ai lus plus tard, tous ces livres, tous les siens. J'ai même lu tout Maurras exprès pour savoir comment on pouvait être maurassien, je voulais comprendre. C'est pas passionnant, hein. Je vous le conseille pas, mais moi je voulais vraiment voir. D'ailleurs, ça me sert aujourd'hui quand j'entends Éric Zemmour, je comprends d'où vient sa pensée. Il faut lire Maurras et Barrès, en fait. Peut-être mieux écrit aussi. Vous avez, donc je disais, on a parlé d'Agnès, il est question d'Esther, qui est aussi une blessure intense, faite aussi d'aller-retour, parce que chacune de vos histoires est faite de ruptures et de retrouvailles et de tentatives de retrouver cette normalité que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Et puis il y a Sarah. Qui est cette blonde et charmante libraire qui va venir vers vous à un moment où vous n'êtes vous êtes encore moins prêt à accueillir. Je suis pas prêt du tout, non. Une femme à vos côtés, c'est presque pire qu'avant. Mais qu'est-ce que cette Sarah va déclencher, qui va faire qu'elle devient suffisamment importante pour être dans ce livre? C'est très particulier, en fait, cette relation. Elle est finie maintenant, cette relation. J'ai dit on va arrêter là, parce qu'en fait, je la rendais très malheureuse. Mais le livre se termine sur une scène où je fais des travaux pour elle. Et parce qu'on n'a jamais vraiment vécu ensemble. Elle voulait vivre avec moi, je la connaissais pas, elle avait lu mes livres, elle me dit « Moi, je vous aime parce que j'ai lu vos livres ».
Je lui dis, oui, mais moi, je vous connais pas. Et puis, c'était en 2014, c'est l'année où j'ai décidé de quitter définitivement Paris pour vivre dans la maison que j'ai achetée il y a bien longtemps sur le Mont Ventoux. Donc, je partais, je voulais être seul et écrire seul et désormais vivre seul. Et elle entre dans ma vie comme ça par effraction, en fait. Mais c'est assez joli, cette scène. Quand j'écris l'absente, j'écris là-dessus aussi, c'est-à-dire la façon dont elle entre de force dans ma vie, quoi. Et finalement, c'est une compagne absolument charmante, sauf que je veux pas dormir avec elle, en fait. Et donc, on s'installe dans une vie impossible pour une femme de son âge. Elle a 20 ans de moins que moi. Elle voudrait que je sois son amant et son mari. Et je suis, grosso modo, ni l'un ni l'autre, en fait. Sauf qu'elle aime beaucoup l'écrivain que je suis, qu'elle veut écrire aussi. Elle est réalisatrice de cinéma. Et à un moment, elle décide d'acheter un appartement. Et tout d'un coup, je trouve une place pour elle. C'est-à-dire qu'elle achète un appartement, il y a tout à faire dedans. Elle n'a pas d'argent, parce qu'elle achète à crédit, et elle a mis tout ce qu'elle avait. Et je lui dis, ben moi, ton appartement, je vais entièrement te le refaire, quoi. Et c'est vrai que je lui ai tout refait. C'est-à-dire que je suis exactement comme mon père, et on est tous pareils, les Duroy. Notre façon de nous racheter, c'est de bricoler, en fait. On est des très bons bricoleurs, puisque Toto, mon père, était un bricoleur de génie. Donc moi, j'ai appris avec lui au lieu d'aller à l'école. On pourrait presque dire un prestidigitateur, hein, puisqu'il va vraiment transformer un appartement Ah oui, pour il est sa très femme. très fort. Ouais. Il faisait tout. On abattait les cloisons, il refaisait l'électricité, il faisait les enduits, les plâtres et tout ça. Pour ensuite, après toute une journée comme ça où je bossais avec lui, à 6 heures du soir, partir en clientèle, comme il disait, pour vendre des trucs, pour rapporter de l'argent. Donc c'était quand même incroyable, quoi. Et donc je lui fais tout ça. Je lui ai fait tout. Je lui ai fait une bibliothèque dans son bureau. J'ai tout organisé. J'ai acheté sur le Mont Ventoux exactement ce qu'elle aimait, c'est-à-dire, vous savez, les tables de cuisine des années 60 en formica bleu avec les chaises assorties. J'ai tout remonté avec ma voiture. J'ai tout installé chez elle, voilà. Et ça, je peux faire. Mais sans ça, je je peux pas faire plus, en fait. Ce que je trouve intéressant dans le, on va l'appeler personnage de Sarah, c'est que à la différence d'Agnès et d'Esther, dont vous racontez à quel point vous avez le sentiment que leur amour ou leur estime, peut-être les deux, s'effondre en vous lisant, non pas évidemment pour le talent que vous auriez, mais pour ce que ça dit de vous. En tout cas, c'est ce que vous racontez. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez deux femmes qui vous aiment de façon presque totale. Totale, vous pensez, mais lorsqu'elles vous lisent, c'est un effondrement. Et là, vous avez une femme qui arrive et qui vous aime d'abord par l'écriture. Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est bizarre parce que ma première femme, Agnès, là, que j'adorais, je le raconte d'ailleurs, mais quand elle avait 15 ans, je lui disais, un jour j'écrirai. Elle dit, oui, bien sûr, toi tu seras écrivain. Et quand j'ai sorti mon premier roman, Priez pour nous, elle était horrifiée par ce texte. Mais vraiment horrifiée. C'est-à-dire, c'était comme si l'homme qu'elle avait aimé n'était pas celui du livre. Mais moi, j'étais celui du livre, en fait. Et elle dit, mais non, mais je savais pas, Lionel, que tu avais eu tout ça dans l'enfance. Tout ça. Je savais pas que tu pensais des choses pareilles et tout ça. Mais c'était une catastrophe totale. Hein. On s'est quitté sur ce livre, quoi. Plus mes 9 frères et sœurs m'ont quitté à cause de ce livre aussi, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on raconte en vrai dans un livre ce qui nous est arrivé. Ça, c'est pas grave, c'est accessoire. Et en effet, Sarah m'aime pour exactement le contraire. Et pourtant, vous lui dites que vous n'êtes pas celui du livre. C'est-à-dire que vous êtes celui du livre, mais vous expliquez que... Alors, je ne sais pas si c'est un constat que vous faites des années après avoir rencontré Agnès et que donc, encore une fois, c'est la maturité qui parle, mais vous dites que celui que vous êtes dans le livre est celui
qui est fixé sur le papier par une mûre réflexion, Oui. par une recherche. Donc, quelque part, vous êtes celui du livre, mais vous n'êtes pas non plus celui du livre, vous êtes quelque part entre les deux. Non, je crois que je ne suis que dans le livre et que je ne suis pas dans la vie. Donc c'est beaucoup plus grave en fait. C'est-à-dire que, évidemment, toute cette histoire est vraie. Hein. Elle est vraiment arrivée en me disant qu'elle m'aimait, que j'étais l'homme de sa vie, alors qu'elle ne m'avait jamais vu, si ce n'est à la télévision, parce qu'elle avait lu mes livres. Et en fait, ce qui apparaît avec le temps, c'est qu'elle aime un homme virtuel, elle aime un homme de papier et pas de chair en fait. Je suis dans mes livres, je suis mes livres quoi. Mais l'homme que je suis quand j'arrête d'écrire, je pense que j'ai absolument aucun intérêt quand j'arrête d'écrire. Oui, je pense ça quoi. Je voulais vous dire autre chose puis j'ai perdu l'idée là. C'est pas grave, ça va revenir. Vous n'êtes pas en train d'écrire et on vous trouve tout à fait intéressant. J'ai l'impression, en lisant votre livre, que vous avez écrit ce livre de la même manière qu'on fouille sa mémoire, qu'on s'arrête un instant, sauf que nous, on se contente de regarder le plafond et de rêvasser, et que vous attaquez aux matériaux, à la chair de votre mémoire, en l'écrivant pour à la fois la comprendre, mais aussi peut-être la réinventer. Est-ce que vous êtes adonné à ce jeu-là? Est-ce que vous réinventez le passé en écrivant? On dit que tout le monde réinvente le passé en l'écrivant. Je me rends pas compte en fait, parce que sans doute, je peux pas échapper à ça. C'est-à-dire que quand je raconte les scènes de folie de ma mère, c'est le regard d'un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Après, je veux plus la voir, donc je me barre dès qu'elle arrive. Mais le regard d'un enfant comme ça, quand vous l'écrivez tant d'années après, je ne sais pas quelle est la justesse par rapport à la vérité. S'il y a une vérité dissible, s'il y a une vérité de regarder une femme qui me fait peur et dans cet état-là. Donc, en tout cas, les mots que je pose aujourd'hui dans L'homme qui tremble, c'est ce qui s'est imprimé en moi. Donc, quelle est la distance par rapport à la vérité? Elle n'est pas si loin, je pense, parce que on a été un peu élevé par ma sœur aînée, qui est pourtant pas beaucoup plus âgée que nous, mais qui était une espèce de référence d'équilibre que j'aime beaucoup. Et quand elle lit mes livres, et notamment L'homme qui tremble, elle dit « Je ne peux pas supporter tes livres, Lionel, mais oui, c'est vrai, tout s'est passé comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi tu continues à écrire là-dessus. » Et je lui dis « Ne t'en occupe pas, moi j'écris là-dessus parce que ça continue à travailler en moi. » Donc, elle reconnaît ce qu'elle a vu aussi, avec 5 ans de plus que moi. Donc, je pense qu'on est à peu près... dans un réel imaginé, dans un réel... Ce que je voyais, il y a des scènes que j'avais jamais pu raconter dans les autres livres parce que je les avais pas compris. C'est assez anodin, mais pour moi c'est très important dans L'homme qui tremble, le fait qu'après mon bac, mon seul ami, c'est un professeur, le professeur d'anglais, et je comprends pas pourquoi il est mon ami, en fait. Et vous le supportez pas, d'ailleurs. Non, mais je suis tellement perdu et seul qu'il vient tout le temps me chercher avec sa voiture. Ça pourrait presque être un truc d'attouchement sexuel, sauf qu'il n'y en a jamais eu, mais parce que je comprends pas pourquoi il m'aime. C'était mon prof l'année d'avant, et tout d'un coup, on est comme des amis, mais on a quand même 20 ou 25 ans d'écart, quoi. Donc... Et ça, j'avais jamais réalisé. Puis en écrivant, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Qui j'étais à cet âge-là, quoi, pour me laisser balloter comme ça. Il m'emmène en voyage, je sais même pas pourquoi j'y vais, en fait. Et vous mettez ça sur le compte de sa solitude dans le livre? Je pense, oui, parce qu'il était australien. Mais il me racontait que des histoires que les hommes racontent entre eux. Il me raconte, ma femme veut plus faire l'amour avec moi et ceci et cela. Il me donnait des détails, mais moi, je
je comprenais même pas ce qu'il disait. Enfin, c'était très... et pourtant, je continue à aller avec lui. Et vous voyez, c'est tout petit, mais quand vous écrivez ça, vous mesurez à quel point vous êtes perdu dans la vie, en fait. Parce que si vous êtes solide, vous dites, non mais tu m'emmerdes, je suis pas ton ami, et puis tu as 45 ans, moi j'en ai 18, j'ai pas envie, voilà, c'est pas ma place. Et ça, c'est l'écriture qui vous permet de le comprendre et de le voir. On va dans un instant voir s'il y a des questions dans le public, je vous prépare psychologiquement. Est-ce que vous savez quel a été l'élément déclencheur de L'homme qui tremble? Qu'est-ce qui a fait que ce livre était nécessaire, là, maintenant, à l'instant où vous avez décidé de l'écrire? Comme toujours, je cherche, parce que j'ai très envie d'écrire un livre. Je ne sais pas encore quel va être le sujet. Et je cherche un livre. Et c'est vrai ce que je raconte au début de celui-là. Le fait de tomber sur le livre de Nathalie Léger et de tomber sur cette phrase, j'ai traversé la vie comme une autiste, sans savoir ce que je valais, etc. Vous ne pouvez pas savoir l'écho que ça a fait, quoi. Ça a été d'une violence pour moi. Et c'est Barbara Loden qui disait ça, et elle est morte. Et je pense que je serais mort si j'avais pas écrit, parce qu'on ne peut pas supporter cette phrase on ne peut pas supporter d'être cette phrase. Et je suis cette phrase, en fait, quand je la lis. C'est comme des miracles, la venue d'un livre comme ça. C'est-à-dire que je lis cette phrase au milieu de la nuit, et le lendemain, je suis en train d'écrire, quoi. Et je tombe parallèlement sur la colère de Marguerite Duras, quand on lui demande qui elle est et si elle pourrait écrire son portrait. Elle dit qui je suis comme ça, et elle s'énerve. Et je dis mais c'est évidemment ça la question, quoi, aujourd'hui. C'est qui je suis, quoi. Et ce qui m'intéresse dans L'homme qui tremble, c'est que ça me permet de remettre en scène tous les livres que j'ai écrits. Ils viennent à un certain moment, ils viennent jamais par hasard. Et donc, avec L'homme qui tremble, en fait, je balaye aussi la place des livres dans une vie. Ils sont très importants, c'est ce qui me permet de dire que je ne suis que mes livres. Et ils jalonnent, en fait, toutes mes années. D'ailleurs, vous dites à un moment donné, je me demande ce que le livre va me révéler de Sarah, de mes sentiments pour elle, car maintenant qu'elle y est entrée, je vais devoir lui faire une place, et selon les mots qui me viendront, elle existera différemment pour moi. Je me souviens comme je me suis mis à aimer Agnès en lui consacrant les dernières pages de Prier pour nous, et alors qu'elle s'apprêtait à me quitter. Oui. Comme si le livre était une sorte, allez, je me risque, une sorte de boule de cristal qui allait vous révéler la vérité une fois que ce sera écrit noir sur blanc. Mais c'est aussi fort que ça, parce qu'en fait, quand vous écrivez sur une femme que vous aimez, et c'est magnifique, en fait, les mots qui vous viennent. Et les mots vous révèlent de quelle façon vous l'aimez et pourquoi vous l'aimez. Quand vous écrivez sur le visage d'une femme, vous faites exister le visage. Il n'est pas le visage réel de la femme. Il est le visage que vous aimez, que vous regardez, que vous voyez quand vous la regardez, elle. C'est ce que vous inventez d'elle, en fait. Et vous voyez à quel point j'ai dû l'inventer, puisque quand elle a lu Prier pour nous, et vous venez de dire que c'est dans les dernières pages de Prier pour nous, en effet, que je lui dis combien je l'aime, parce que les dernières pages de Prier pour nous, je me souviens, je parle que d'elle, en fait. Je raconte comment on s'est rencontrés et comment on s'est aimés. Et vous voyez, c'est l'illusion de l'amour, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire qu'on invente celui qu'on aime. Et quand vous posez les mots pour dire comme vous l'aimez et que vous décrivez son visage, sa personne, ce que vous aimez dans ses expressions, son sourire, etc., elle-même va peut-être pas du tout se reconnaître. Hein. On aime la personne qu'on a inventée en partie.